Je suis de retour, encore une fois, avec ma voix un peu rocailleuse, mais bien content d'être là. Hey, je pense à vous, en train de m'écouter en déjeunant, en train de m'écouter en marchant. Et si vous êtes comme moi, en train de m'écouter sur votre tapis de fakir. Ça fait une couple de jours que je suis rendu avec un tapis avec 3500 petites pointes en plastique, là. Puis je me couche là-dessus. Laissez-moi vous dire que ça change le mal de place. Donc aujourd'hui, on va continuer à affiner notre compréhension de la théorie polyvagale. Dans l'autre épisode, on a parlé un peu vraiment de la base de la théorie. Maintenant, on va aller un petit peu explorer les tenants et aboutissants de la théorie. Commençons par un rapide résumé. Donc, dans notre système nerveux autonome, il y a une sorte de centre de commande hors du champ de notre conscience qui est en permanence en train de scanner l'environnement pour des signes, des indices de sécurité ou de menace. Cette perception-là, c'est ce qu'on appelle la neuroception. Le fait que, sans que je m'en rende compte, mon corps scanne pour du danger ou de la sécurité. La neuroception. Une fois que mon système nerveux a scanné, il décide, est-ce que je suis mieux d'aller dans un état vert, de sécurité et de connexion, ou s'il y a une menace qui est perçue, je suis peut-être mieux d'aller dans un état jaune, de mobilisation, activation face au danger pour me battre ou me sauver, ou si la situation semble insurmontable comme menace et je perçois une impuissance à faire face à ce danger de mort, eh bien mon système nerveux va aller dans un état rouge, d'immobilisation, faire le mort, shutdown, dissociation. Donc, ces trois états, c'est comme trois possibilités de mon système nerveux autonome. Au cours de mes lectures, j'ai fait une compilation des éléments, ce qu'ils appellent en anglais des cues, des indices qui permettent à notre système nerveux d'évaluer la dangerosité ou la sécurité d'une situation. Donc, ces cues, qui sont des cues auxquels notre neuroception porte attention, je vous en partage quelques-uns, puis je vais vous donner des petites citations tirées directement des livres. Donc, premier cue, il y a toute une catégorie d'indices qui permettent à notre système nerveux d'évaluer de la sécurité, qui sont des indices sociaux et relationnels. Ça, c'est la source la plus sophistiquée chez l'être humain, qui est vraiment un être relationnel. Donc, d'abord, la prosodie de la voix. Donc, le ton et l'intonation sont primordiaux pour cultiver de la sécurité dans un système nerveux humain. Ouvrez les guillemets. La prosodie, le ton de la voix, est un indicateur non verbal important et transmettant soit une invitation, soit un signal de danger à un autre système nerveux. Après ça, les expressions faciales. Notre neuroception, notre radar à danger, analyse particulièrement la partie haute du visage, autour des yeux, les muscles des yeux. Citation. Un visage figé est ressenti comme un signal de danger, alors qu'un visage animé est ressenti comme plein de vie et émettant des indices sociaux. Le regard, le contact visuel doux invite à la connexion, alors qu'un regard fixe, un stare, fixer quelqu'un, ou un regard fuyant, peut être interprété comme une menace ou un désintérêt. Même l'inclination de la tête, les mouvements des mains, la posture globale indiquent l'intention. Et indiquent l'intention non pas à la conscience de l'autre, mais à sa neuroception, à son sentiment inconscient de sécurité
ou de danger. Donc, tout un aspect social sur lequel notre neuroception se base pour évaluer sa sécurité en lien avec d'autres. Après ça, il y a des indices environnementaux aussi. Donc, notre système nerveux autonome est en train de scanner notre environnement en permanence. Et, par exemple, les fréquences sonores. Je vous lis une citation. Les sons graves suscitent un sentiment de danger associé à l'approche d'un prédateur. Donc, il y a différents types de sons qui peuvent mettre notre système nerveux dans un état de détresse. Je me rappelle quand j'étais au cégep, à un moment donné, il fallait faire une présentation orale et je me rappelle même plus c'était quoi la thématique, mais moi, ma présentation, c'était sur la musicothérapie. Et j'avais fait mon fin finaux. Je m'étais dit, je vais prouver aux gens à quel point les sons peuvent avoir un impact sur notre système nerveux. Et je vais leur faire un peu, pas une joke, mais une sorte de piège. C'est que j'avais apporté ma guitare classique en cours au cégep. Et là, je disais, bon, pour les prochaines 2 minutes, je vais vous jouer de la guitare classique douce. Essayez simplement d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre système nerveux. Puis après 1 minute 30 de guitare classique douce, je donnais un gros coup vraiment fort sur ma guitare. Et le plaisir, c'était de voir à quel point les systèmes nerveux de chaque personne devenaient d'un coup complètement tendus. Et c'est de voir, OK, on réagit vraiment au son. Parce que là, dans mon cas, en 1 minute 30 dans un contexte d'école, il n'y avait peut-être pas eu le temps de vraiment se relaxer, mais un son surprenant, imprévisible, clairement avait créé une neuroception de danger chez mes collègues étudiants et étudiantes. Donc, le son fait une grosse différence. La configuration de l'espace est aussi un élément qui donne des cues à notre système nerveux. Donc, le confinement, l'isolement ou au contraire un espace trop ouvert sans issue peuvent être perçus comme un danger. Dans la thérapie d'intelligence relationnelle, une approche thérapeutique qui prend en compte la théorie polyvagale, il y a toute une mécanique de gestion de l'espace entre le ou la thérapeute et le ou la patient-patiente. Est-ce que le patient, la patiente est plus confortable quand je suis assis face à elle ou un peu de côté? À quelle distance? À quelle hauteur? Etc. Donc, on joue avec tous ces paramètres-là de configuration de l'espace pour cultiver de la sécurité dans le système nerveux autonome de la patient ou patiente en thérapie. Une autre chose qui est très sécurisante pour notre système nerveux, c'est la prévisibilité. Tous les changements soudains et erratiques, chaotiques dans l'environnement augmentent la vigilance. Vous vous rappelez quand on parlait des cours de musique pour les enfants autistes, je disais que j'essayais d'avoir une forte base de prévisibilité dans mes formations avec un horaire visuel qui leur permettait de prévoir où on s'en allait dans la formation. Eh bien, j'essayais de cultiver une sécurité dans le système nerveux des enfants en leur fournissant des indices de prévisibilité. Après ça, ce qui rentre dans notre neuroception aussi, c'est tout ce qui est dans notre corps. Par exemple, si les battements de notre cœur accélèrent, eh bien, ça se peut que j'ai une neuroception de danger. Après ça, si c'est dans un cadre de jeu ou de sport, bien là, il y a quelque chose qui est pas pareil parce que le battement est interprété comme à l'intérieur d'un cadre sécuritaire de jeu ou de sport. Et dans ce cas-là, je peux quand même rester régulé et dans mon système nerveux ne sera pas dans une perception de danger, il va juste percevoir ce battement-là comme une mobilisation, mais sécure. Mais si mon cœur se met à augmenter rapidement sans que je puisse expliquer pourquoi, ça peut donner une perception de neuroception de danger. L'état physiologique global est aussi très impactant sur notre neuroception. Je vous lis la petite phrase tirée du livre. La neuroception de danger
ou de menace à la vie peut survenir par rapport à l'environnement extérieur ou à l'environnement intérieur. Par exemple, fièvre, douleur, maladie physique. C'est mon cas quand j'ai très mal au dos, mon système nerveux autonome ne se sent pas en danger. Il perçoit par neuroception qu'il y a des forts signaux de douleur dans mon corps et se dérégule. Donc, on commence déjà à avoir des pistes à comment prendre soin de nous ou des autres quand on voit c'est quoi les indices de sécurité auxquels notre neuroception porte attention. On va en parler plus tard, puis on va aller dans du très concret. Mais là, pour l'instant, j'ai envie qu'on comprenne un peu plus c'est quoi l'impact sur ma qualité de vie si je reste dans un sympathique état jaune chronique ou un dorsal état rouge chronique. Pourquoi c'est, entre guillemets, mauvais pour moi? Donc, je vous lis des extraits tirés des livres pour se donner de la clarté là-dessus. Donc, premièrement, c'est mauvais pour la santé. Détérioration physique. En état dérégulé, ce qui veut dire que notre ventral n'est pas présent, notre état vert est déconnecté, les fonctions de nettoyage et de réparation du corps sont suspendues au profit du stress chronique. La sagesse évolutionnaire derrière ça, c'est que du point de vue de notre système nerveux autonome, si on se fait courir après par un tigre, notre système immunitaire, notre digestion, notre guérison, c'est pas sa priorité. C'est de survivre au tigre. Et donc, toute l'énergie de notre corps va dans des mécanismes de défense et on perd toute l'énergie qu'on a pour notre guérison. La citation. Être précipité dans une réponse sympathique et dorsale et ne pas pouvoir revenir à l'état de sécurité ventrale entraîne des désordres physiques et génère du stress. Un exemple concret qui est donné dans la littérature, le recrutement chronique du système dorsal peut mener à la fibromyalgie ou un syndrome du côlon irritable. Je ne suis pas un médecin, là, puis on s'entend que tout ça est très subtil. Je vais juste vous lire des extraits qui sont tirés des livres qui m'intéressent. Donc, dans les conséquences qui sont nommées dans les lectures que je fais de Stéphane Porges, possiblement hypertension artérielle, cholestérol élevé, troubles du sommeil, moindre résistance à la maladie, problèmes digestifs, douleurs chroniques, etc. Donc, c'est comme un... C'est pas que être en état sympathique ou dorsal crée un problème de santé. C'est qu'être en état sympathique ou dorsal trop longtemps met en place un terreau fertile à l'apparition de problèmes de santé. Après ça, deuxième point, être dérégulé, encore là, notre ventral n'est pas activé, est mauvais pour la connexion. Donc, la dérégulation syntonise notre système nerveux pour qu'on voit juste les sources de danger. On n'est plus connecté à la beauté, puis au lien, puis à la sécurité de nos amis, puis des gens qui nous entourent. Donc, on se met à interpréter les intentions des autres comme des menaces. On interprète les intentions comme des attaques en transformant des gestes neutres en menaces. Citation. Les comportements sociaux sont incompatibles avec les états neurophysiologiques et les comportements régulés par les deux circuits neuronaux qui soutiennent les stratégies de défense. Bon, c'est un peu théorique, là, mais ce que ça veut dire, c'est que quand je suis dans mon dorsal ou dans mon sympathique, je ne suis pas dans une zone qui m'encourage à aller vers des comportements sociaux. Fait qu'un comportement prosociaux, c'est quoi? Prendre soin des autres, aider une grand-mère à traverser la rue, aller rassurer un enfant, avoir une discussion authentique avec un ami. Tout ça, c'est des comportements prosociaux. Quand je suis en état sympathique ou dorsal, c'est pas vraiment le bon moment pour avoir ces comportements-là. Parce que mon système, il pense que je suis dans une situation de menace immédiate. Fait qu'il s'en fout de tisser des liens avec des amis ou d'aider une grand-mère à traverser la rue. Un exemple tiré des ouvrages,
lors d'une dispute, si vous êtes dérégulé, vous pouvez percevoir une demande de calme de votre partenaire comme une attaque agressive. Pas une demande calme, une demande de calme, ce qui bloque toute la réconciliation possible. On voit tout comme des attaques. Moi, je peux en témoigner en tabarouette avec ma situation de douleur chronique. Quand j'ai très mal, je deviens dans un état sympathique et ou dorsal, et je deviens beaucoup plus susceptible. Je le dis à ma famille, là, quand j'ai très mal, puis je passe du temps avec ma famille. Là, je vous le dis, j'ai méga mal. Fait que ça se peut que je sois plus soupe au lait, ça se peut que j'aie moins d'empathie, ça se peut que j'aie pas l'élan de prendre soin des enfants. Euh, ayez de l'indulgence envers moi parce que tous mes comportements prosociaux sont comme inhibés par mon désir de me sécuriser puis de prendre soin de moi. L'état jaune et rouge, lorsque chronicisés, sont également mauvais pour la concentration. Une sorte de blocage cognitif, une incapacité à se concentrer, une perte de mémoire, une créativité inexistante. Citation. Si nous ne pouvons pas réguler notre état physiologique, alors nous aurons des difficultés à accéder aux fonctions cognitives supérieures. Par exemple, un étudiant qui est hyper vigilant en classe, qui est dans de la peur, qui est dans de l'appréhension, ne peut pas apprendre parce que la priorité de son système nerveux est orientée vers la surveillance de l'environnement, la détection des dangers, plutôt que la connexion avec le professeur et l'ouverture à apprendre des nouvelles choses. Après ça, le fait d'être dans un état dorsal ou sympathique pendant une longue période est aussi très mauvais pour l'énergie. Ça crée une sorte d'épuisement métabolique parce que l'état sympathique consomme énormément d'énergie parce qu'on est sur l'adrénaline et l'état dorsal coupe simplement les réserves d'énergie. Fait qu'on se retrouve dans des états qui vont nous amener tranquillement vers une fatigue profonde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer souvent dans ma vie de douloureux chronique. Quand je suis dans un état de peur profonde en lien avec ma douleur, je suis dans un sentiment que ça va pas bien, puis ça ira pas bien, puis ça l'a pas bien été, puis mon état est vraiment dans être alarmiste, je deviens fatigué à un niveau inimaginable. Je peux dormir des jours et des jours et des jours. Je n'ai plus d'énergie. Et donc, pour toutes ces raisons, notre accès à notre énergie vitale, notre capacité de concentration, notre capacité de connexion sociale et notre capacité de guérison, c'est fondamental d'apprendre à réguler notre système nerveux autonome. Maintenant, comment faire ça? La régulation du nerf vague est rendue une entreprise majeure sur les réseaux sociaux. C'est peut-être juste moi, là, mais moi, on essaye souvent de me vendre des appareils électromagnétiques qu'on met dans le cou ou des cours de régulation. Il y a sûrement de très bonnes choses dans tout ça. Moi, j'avoue que je me fie plus directement à mes lectures des livres de Stéphane Porges, puis j'ai pas essayé tant que ça, les autres approches. Je vous dis ce que dit Porges dans ses livres. J'ai entendu souvent Porges dire « Oui, toutes les techniques qu'on voit pour réguler le nerf vague, c'est très bon. N'oublions jamais l'état vert, la branche ventrale du nerf vague, ce qui la stimule le plus peut-être, c'est une connexion sociale sécure. C'est passer du temps avec une personne ou des personnes en présence desquelles on se sent accueilli, on se sent en sécurité, on sent qu'on peut être nous-mêmes et qu'on ne sera pas jugé. Ça, de la socialisation sécure, c'est la meilleure façon de réguler notre nerf vague. Je vous lis des extraits
des différents livres dans la bibliographie pour backer ce que je viens de vous dire là. La co-régulation nous est nécessaire, tout d'abord pour vivre et ensuite pour notre épanouissement. C'est un impératif biologique, un besoin qui doit être satisfait pour soutenir la vie. Qu'est-ce que j'entends par régulation ou co-régulation? Très simplement, c'est le fait d'être capable d'activer la branche ventrale de notre nerf vague, même si le mode jaune et le mode rouge, la branche sympathique et la branche dorsale, restent activés. Ça, c'est pas grave. Puis ça peut même être très bon. Mais l'important, c'est que la branche ventrale soit activée. C'est son activation à elle qui vient réguler le reste du système pour ne pas partir dans une boucle sympathique ou une boucle dorsale. Et donc, la régulation, c'est l'activation de la branche ventrale et la co-régulation, c'est d'aller nourrir par neuroception la régulation de notre branche ventrale par le lien à l'autre. C'est utiliser l'autre comme outil de régulation. Voilà, je le mets un petit peu utilitariste, là, mais vous comprenez, donc la co-régulation. Et la co-régulation, ça nous vient de quand on était petit. Parce que si vous regardez un bébé, moi, j'ai été très proche de mes neveux-nièces depuis leur premier jour de naissance. Et un bébé tout petit, en réalité, n'a pas en lui les structures neurologiques qui lui permettent de se réguler. Il n'est qu'un radar à détecter de la sécurité. C'est tout ce qu'il est capable de faire. Et s'il détecte de la sécurité, il va se mettre à explorer son environnement et faire des sourires. Et s'il détecte de la menace, sous toutes ses formes, il va se mettre à pleurer. La co-régulation, c'est ce qui permet au bébé d'être régulé par le parent, par la mère, par le père ou par un proche. C'est le fait que le bébé, en fait, sous-traite ses facultés de régulation. Le bébé n'a pas encore dans son cerveau toutes les structures cérébrales, principalement le cortex préfrontal médian, qui permettent d'aller cultiver sa propre sécurité dans son système nerveux. Pour pouvoir donc calmer ses émotions, puis pas être complètement tout le temps en train de pleurer, pas en train de crier, ça prend une régulation qui lui arrive de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle de la co-régulation. C'est comme si le parent, ou en tout cas la figure d'attachement du bébé, vient servir de système nerveux régulateur pour le bébé qui, lui, n'a pas encore ses propres facultés de régulation. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Ça marche pour les bébés, mais ça marche très bien pour les adultes aussi. On continue. Une autre phrase citée de Porges. Nous ne pouvons satisfaire cet absolu besoin de sécurité qu'au travers de relations sociales réussies, nous offrant la possibilité d'une co-régulation de nos comportements et de notre physiologie. Une autre phrase qui fait le lien entre la co-régulation, la sécurité, ouvrez les guillemets. Le calme de l'état physiologique nous permet d'établir des liens de confiance sécurisants, ce qui augmente en retour les opportunités de co-régulation de l'état physiologique et du comportement. Cette relation circulaire définit les relations bénéfiques. Pour moi, cette phrase-là, c'est comme quand tu files pas, puis tu vois ton ami, puis que ton ami file pas non plus, puis toutes les deux, vous arrivez, puis vous êtes comme « Ah, excuse-moi, je file vraiment pas ce soir. » Puis ton ami est comme « Ouais, moi non plus, je file vraiment pas, excuse-moi. » Puis là, vous vous donnez de l'écoute mutuelle, vous vous donnez de la compréhension mutuelle, vous vous donnez de l'empathie. Et 1 heure après, vous repartez toutes les deux. « Hey, finalement, ça va mieux. Honnêtement, je repars, puis je suis motivé. » Vous avez réussi à embarquer dans cette danse de co-régulation où ma présence apaisante vient aider l'autre à retrouver son ventral, son état vert, et la présence de l'autre vient m'aider à retrouver moi, mon ventral, mon état vert. Et plus je suis dans le ventral, plus je peux contribuer à la sécurité de l'autre, plus l'autre est dans le ventral, plus il peut contribuer à la sécurité, et on se retrouve donc dans un cercle vertueux qui fait le propre des belles relations.
On continue. Une petite phrase, encore le cité de Porges. Les interactions humaines qui activent les circuits neuraux favorisant des états de calme maintiennent la santé et favorisent croissance, santé et guérison. Donc, les interactions humaines sécures, c'est comme la meilleure façon de réguler notre système nerveux autonome. Il y a plein de façons, mais c'est comme, pour moi, la voie royale. Je vous lis une petite phrase dans mes notes qui n'est pas directement tirée des ouvrages, qui est comme un résumé, mais je pense qu'il est assez fidèle. Notre système nerveux ne peut pas s'auto-réguler efficacement dans l'isolement complet. Il a besoin du miroir d'un autre système nerveux calme via le regard, la voix, les expressions faciales, pour se sentir autorisé à quitter les états de défense, lutte, fuite, effondrement, et revenir à l'état de sécurité ventrale. Et je vous dirais que ça, là, moi, je l'ai vécu cette année, très récemment, des dizaines de fois, dans une situation vraiment spécifique où j'ai recommencé à me former en communication consciente. Et dans mes formations, souvent, j'arrive le matin et j'ai très mal au dos. Parce qu'un contexte comme ça où on est invité à être assis pendant 8 heures par jour, 3 jours de suite, c'est pour mon système nerveux la définition d'un cauchemar. C'est quelque chose qui me fait très peur parce que pour moi, la position assise est un déclencheur de mon système nerveux sympathique. C'est un déclencheur de douleur. J'associe la position assise à de la douleur. Et donc, ça m'est arrivé souvent d'arriver le matin dans les formations, d'avoir super mal et de me dire, je vais quand même rester et essayer d'avoir mal, oui, mais dans le lien. Avoir mal dans la connexion avec d'autres. Parce que ma tendance naturelle, comme beaucoup d'entre nous, c'est quand j'ai très mal, aller m'isoler. Parce que je me dis que je suis pas dans un état d'interagir, je suis trop soupe au lait, je suis trop à fleur de peau. Je me dis que les autres n'auront pas d'intérêt à juste m'entendre me plaindre de ma douleur. En tout cas, pour plein de raisons, ma tendance naturelle est de m'isoler quand j'ai très mal. Mais là, je me pratique à développer un autre réflexe relationnel qui est, quand j'ai très mal, aller me mettre en lien avec d'autres, aller me co-réguler avec d'autres. Et je l'ai observé à plusieurs reprises cet automne dans les formations. Souvent, j'arrive le matin, j'ai super mal au dos. Il y a des pensées dans ma tête qui sont de l'ordre de « je ne serai pas capable de faire la journée, va falloir que je parte, qu'est-ce que je fais ici, ça n'a pas de bon sens, c'est pas adapté pour moi ». Et je me permets de vivre cette douleur, même cette souffrance, j'oserais dire, dans le lien. Ce qui veut dire que je me permets de l'exprimer. Quand les gens me demandent comment je vais ce matin-là, je n'essaie pas de minimiser mon état. Je suis honnête avec eux, avec elles. Et même au cours des exercices de communication consciente qu'on pratique dans la journée, mais je vais aller partager ce que je vis dans le cadre des exercices et ça me permet d'aller bénéficier d'une dose de cheval de co-régulation. Je me fais injecter une tonne de co-régulation par tous les exercices. Dans le fond, on me donne une écoute empathique, bienveillante, un accueil sans jugement à la douleur que je vis dans le moment présent. Et je ne vous fais pas des blagues, c'est le jour et la nuit, l'effet que ça fait sur mon système nerveux. C'est majeur. Souvent, je vais arriver en début d'après-midi et je me rends compte, oh my God, hey, j'ai même pas si mal que ça. Wow! Alors que d'habitude, quand j'ai très mal le matin, rendu en après-midi, c'est atroce. Mais le fait de bénéficier d'êtres humains qui sont eux-mêmes régulés et dans un état qui ont l'élan de m'écouter avec bienveillance,
ça cultive tellement la sécurité dans mon système nerveux que ça me ramène dans un état ventral où la douleur est beaucoup moins pire. Parce que quand je suis dans un état ventral, mon système nerveux pense pas qu'il est profondément blessé. Il commence à faire la part des choses et il se dit « Ah, OK, bon, j'ai de la douleur, mais en même temps, la façon dont les gens me parlent et interagissent avec moi autour, je me sens en sécurité. Fait que c'est peut-être pas si dangereux que ça, ma situation, finalement. » Et dans mon cerveau, dans les mécanismes de régulation de la douleur, neurologiquement, eh bien, mon signal de douleur descend, descend. La douleur que l'on perçoit dépend beaucoup de la dangerosité perçue de l'environnement. Il y avait un chercheur, je pense qu'il s'appelle David Butler, je ne suis pas certain, mais en tout cas, une équipe de chercheurs en Australie spécialisée en douleur chronique qui expliquait un petit truc à m'amener dans un de leurs livres sur la douleur. Il disait, imagine que tu es en train de marcher sur une plage. Si c'est une plage que tu connais bien, une plage par exemple qui est devant ta maison, tu te sens vraiment en sécurité. Et donc, si tu sens un petit pic en dessous de ton pied en marchant sur la plage, il va peut-être te faire mal à 2 sur 10 parce que tu te sens en sécurité dans ce contexte-là. Pourtant, si tu es en train de marcher sur une plage australienne où tu sais qu'il y a 1001 bébites empoisonnées qui peuvent venir te piquer et te faire mal, le même pic en dessous du pied, la même sensation ressentie, va envoyer un signal de danger beaucoup plus grand au cerveau parce que là, tu ne sais pas si c'est une plage où il ne pourrait pas avoir des scorpions ou une plage où il ne pourrait pas avoir d'autres sortes de bébites piquantes. Et donc, la douleur, phénoménologiquement, perçue par le même petit pic, la même écharde dans le pied, va être beaucoup plus forte. Dans une même écharde rentrée dans votre pied, si vous vous la rentrez dans un contexte où vous vous sentez sécure dans un lieu connu, prévisible, versus si vous piquez le pied sur une plage inconnue où vous vous dites il y a peut-être des scorpions, la même douleur va faire beaucoup plus mal. Et ça, c'est le cas pour toutes les douleurs qu'on vit. Les douleurs sont modulées en permanence par notre neuroception. Les douleurs sont modulées en permanence en fonction de notre sentiment perçu de menace ou de sécurité. Donc, c'était une autre tranche sur la théorie polyvagale. On est loin d'avoir fini. Peut-être que le prochain épisode, ou en tout cas un petit peu plus loin, je vais vous revenir. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le concret du quotidien. Je vous laisse avec un petit peu de banjo. D'ici là, prenez soin de vous.